Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'État d'esprit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Margrethe Tangerino, directrice de l'agence de communication Freestyle, basée à Pau, une entreprise en plein essor. Mais Margrethe, c'est aussi une autre passion, une autre discipline, celle d'une championne de France d'équitation. Bonjour Margrethe et merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes cavalière, championne de France amateur et vous participez régulièrement à des compétitions de saut d'obstacles. Alors, première question, que ressent-on quand on est à cheval face à une barre de plus d'1,25 m ? De la motivation, je dirais, beaucoup d'envie d'y aller, un petit peu d'appréhension parfois parce que ça reste un sport à risque. J'ai une vie professionnelle qui est stressante, qui est très exigeante et avec beaucoup de pensées en tête, y compris la nuit. Et l'équitation, le cheval, le rapport au cheval, ça permet vraiment de ne plus penser au travail. Il y a une connexion nécessaire avec le cheval, donc on est avec lui. Si on n'est pas avec lui, il le ressent tout de suite, il n'est pas connecté, et donc on fait du mauvais travail. Et puis après, c'est extrêmement technique. Je ne sais pas si ça se voit quand on est au sol, mais il y a énormément de choses à penser à l'abord d'un obstacle, mais même sur tout le tracé. Et donc on est nécessairement focus, on peut penser à rien d'autre. Est-ce qu'on a peur quand on est sur un cheval ? Alors moi, j'ai jamais eu peur. Je pense que sinon, je ferais pas ce sport et surtout pas du jumping, sauf une fois, il y a pas très longtemps, où j'ai vraiment failli mourir, puisque le cheval s'était arrêté, j'ai été éjectée et mon pied est resté coincé dans l'étrier. Si le cheval m'avait traîné, si le cheval m'avait traîné derrière lui, j'étais vraiment morte. Donc c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu peur à cheval, sachant que j'ai 50 ans et que j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Alors justement, vous avez grandi dans le nord de la France. Votre père dirigeait une PME, votre mère était mère au foyer. Quels souvenirs vous gardez de cette période ? J'ai déjà eu de la chance parce que mes parents m'ont permis de pratiquer ce sport. Et puis, j'ai vécu à la campagne aussi, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. Donc, je garde une période plutôt très heureuse d'enfant de la nature. Par contre, c'est vrai que mon père avait une PME et qu'il y avait des hauts et des bas. Donc, j'ai connu ces fluctuations d'entrepreneurs où parfois, on pouvait aller en vacances et parfois, on mangeait de la tarte avec pas grand-chose dedans parce que ma mère faisait ce qu'elle pouvait avec des restes parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent par moment. J'ai vu mon père perdre des gros clients, être très stressé le dimanche soir, arriver le vendredi soir, s'écrouler dans le canapé parce qu'il était épuisé. Et puis ma mère aussi au charbon parce que gérer 3 enfants, toute l'intendance, potentiellement la maison, les courses, les médecins, c'est quand même un sacré boulot aussi pour une femme qui n'était pas très reconnue à l'époque en plus. Donc j'en ai aussi tiré ça, le fait de me dire que j'avais pas nécessairement envie d'être une femme au foyer, même si je trouve ça magnifique, les gens qui sont capables comme ça de s'occuper des enfants. Moi, je me suis dit que ça serait pas mon profil, et que j'avais envie d'être autonome en tant que femme. Et justement, qu'est-ce que vous avez appris qui vous est utile maintenant de cette époque, quand vous voyez votre père travailler en PME, vous avez vous-même une entreprise. Qu'est-ce que vous avez appris à ce moment-là ou qu'est-ce que vous avez pris conscience ? Mon père m'a donné un conseil. Il m'a dit tu peux être aussi bonne que tu veux dans ton métier, il faut que tu saches te faire payer. Parce qu'il y a des gens très bons, des plombiers, des menuisiers. On le voit beaucoup chez les artisans. Ils oublient juste de facturer. Et ça, malheureusement, il faut de l'argent pour faire tourner une boîte. Donc ça, il m'a appris ça et c'est un très très bon conseil. Et après, mes parents nous ont élevés un peu à la dure quand même. Il y avait des moyens. Par moments, l'entreprise tournait bien, mais c'est pas pour ça qu'on était élevés de manière trop confortable, on va dire. Mes parents me déposaient au vide-grenier le dimanche matin. Il fallait qu'avec ma sœur, on vende des choses et on avait intérêt à bien les vendre parce que ça payait les poneys. Et on vendait aussi du fumier de cheval. On portait des sacs de 20 kilos avec ma mère qui nous coulaient sur l'épaule le crottin pour les amener dans les potagers des gens qui les achetaient. Et ça payait les poneys aussi. Donc j'ai appris la débrouillardise, le respect de l'argent aussi. Encore aujourd'hui, pour moi, je parle pas de radinerie, je pense vraiment de respect de l'argent. On fait attention quand on gère une entreprise à la manière dont on utilise l'argent. On a beaucoup de respect pour tout ça en fait parce que ça sort pas, ça pousse pas sur les arbres quoi. Et c'est dur de gagner sa vie. Alors, comment on passe d'une enfance que vous nous racontez dans le nord de la France à une des plus grandes agences de communication ou de publicité à Paris ? Comment ça se fait ? Comment vous avez atterri, si je puis dire, dans ce milieu-là ?
Je viens donc des Hauts-de-France. Il y avait 25% de chômage à l'époque. Donc on savait tous que si on voulait travailler, alors en particulier dans la communication, il fallait quitter la région. J'ai commencé par passer par Lille, qui est déjà un vrai statut, parce que c'est pas pareil que les mines, le pays minier d'où je viens. Et à Lille, j'avais trouvé un stage, mais ça se passait pas bien. Et en fait, comme mes parents n'ont pas pu me payer des études, en tout cas, j'ai pas voulu leur demander de me payer des études dans des grandes écoles. J'ai fait l'IAE. Je me suis dit, t'as pas un grand nom sur ton CV, il va falloir avoir un grand nom d'entreprise pour lancer ta carrière. C'était mon analyse de jeune fille. Et j'ai eu de la chance. Ma sœur a été ouvreuse à l'opéra avec une fille, Stéphanie Delattre, qu'elle a pu appeler quand ça se passait mal à Lille. Et Stéphanie m'a accueillie au siège Europe de Euro-RSCG à Levallois-Perret. J'ai appris chez Euro-RSCG Vitesse en événementiel le début de mon métier. Et puis après, grâce à Stéphanie, toujours, qui m'a carrément logée à Paris, parce que c'est pareil, mes parents n'auraient pas pu me payer un appartement. J'ai eu ce gros coup de pouce et puis elle m'a aidée à trouver mon premier job chez Euro-RSCG, ensuite sur Automobile Peugeot. Donc ma carrière, elle a été lancée avec ce nom d'entreprise. C'était pas un nom de grande école, c'était un grand nom d'entreprise et après, j'ai été chassée de partout. Donc ça a été ce nom, ce grand nom d'entreprise qui me sert encore aujourd'hui. Et justement, qu'est-ce que vous avez appris là-bas ? La rigueur, c'est-à-dire qu'il y a toute une manière de travailler en agence de communication que j'ai apprise là-bas, la structure des agences de communication que j'ai réimportée avec mon époux dans Freestyle, où vraiment il y a un pôle stratégique, un pôle créatif, un pôle production et un pôle commercial, donc de la structure. Une manière aussi de servir les clients avec un côté serviciel extrêmement élevé. Le client est vraiment un roi en agence. Et puis une façon d'aborder le métier très créative, très curieuse, où on va fouiller les dossiers, on travaille aussi dur, une force de travail, une capacité à travailler dur, puisqu'à l'époque, je pense que c'est plus comme ça à Paris aujourd'hui, mais chez Euro-RSCG, moi je faisais du 9h-22h tous les jours, et quand j'étais chassée par BBDO, j'étais créa à ce moment-là, je commençais plus tard à 10h, mais je finissais à 4h du matin tous les soirs. Donc une capacité à absorber du travail. Les gens qui ont rejoint mon entreprise sont des gens qui ont cette capacité, cette passion à se mobiliser. Et c'est ce que j'ai réimporté de Paris, ce que j'ai appris à Paris. Pour autant, j'ai aussi importé l'inverse, c'est-à-dire que j'ai quand même été maltraitée, mon époux également, parce que quand les 35 heures sont arrivées, on s'est dit mais on va passer aux 35 heures sup, c'est chouette. Et c'était vraiment dur, c'était assez sexiste aussi parfois. Moi j'ai voulu avec Paolo réimporter quelque chose où il y a une symétrie homme-femme, quelque chose de très respectueux, un accueil aussi des personnes en situation de handicap, un accueil des petits choux en stage, et puis un respect des clients tout de même plus important. Tout n'est pas basé sur les honoraires. On a vraiment voulu que les clients soient servis. Les honoraires, c'est juste ce qui permet de faire tourner la boîte et de payer les salaires. On a réimporté beaucoup de passion. Et par contre, le respect humain à la RSE, comme c'est un peu un mot valise, mais la RSE, c'est-à-dire que j'ai considéré que mes collaborateurs, et étant sportive moi-même, c'est un petit peu normal, ont le droit à une vie après le travail, donc avec des horaires beaucoup plus fixes. Ils sont aux 39 heures et dans l'absolu, ils font 39 heures et ils peuvent partir, rejoindre leur famille ou faire leurs activités quand ils ont fini leur travail. J'ai même des collaborateurs qui sont aujourd'hui en 4-5e, ce qui est des valeureux collaborateurs qui ont beaucoup donné pour la boîte et qui aujourd'hui ont le droit à des aménagements. De même, certains collaborateurs qui ont eu le droit d'être en télétravail à 100%, parce que j'ai une super collaboratrice à Montpellier, par exemple, une autre à Nantes, un autre à Paris, qui sont sur cet aménagement possible d'être 100% en télétravail quasiment, loin de l'agence, et ça se passe extrêmement bien. Donc on a réimporté beaucoup d'humains, ce qui n'existait pas du tout en agence à l'époque. Et la souffrance que j'ai vécue à l'époque m'a servi à réimporter quelque chose de tout à fait différent, à pas reproduire ce système complètement. Alors justement, quand vous parlez de réimporter, c'est votre arrivée ici à Pau en 2004. Déjà, pourquoi ce choix et qu'est-ce qu'on vous a dit, vu de Paris, d'arriver à Pau ? À la fin, à Paris, on était chez Proximity BBDO, sur le bateau de Jean Nouvel, donc un cadre de travail magnifique, mais on était complètement essorés. Donc c'était le moment où je faisais 10h, 4h du mat à peu près. Je m'échappais pour monter à cheval entre midi et 2, c'était très très compliqué. On avait un petit chien qui en avait ras-le-bol à 4h du mat, qui voulait rentrer, il en avait vraiment marre et qui
pleurait. Donc on s'est dit mais c'est pas possible, pauvre bête. Et puis il nous montrait ce qu'on subissait nous-mêmes sans le dire. Donc on s'est dit on bouge. On a été à Marseille, on a été à Limoges, on a été à Bordeaux, on a visité la France pour voir où on avait envie de se poser. Et on a choisi de rejoindre Pau parce que c'était une petite ville où il y avait une très très bonne connexion Internet. Vu de Paris, ils nous ont dit vous n'y arriverez pas, vous allez revenir, vous vous rendez pas compte avec la carrière que vous avez à Paris, qu'est-ce que vous allez faire à Pau. Ils nous ont fait une lettre ouverte d'embauche, BBDO, en nous disant vous revenez, on vous reprend, vous inquiétez pas. Et ça a été un des trucs qui nous a vachement motivés, c'est-à-dire jamais on revient. Ils croient qu'on va pas y arriver, on va y arriver parce qu'on est un peu challenging tous les deux. Et puis en arrivant à Pau, très vite, on a craqué sur cet endroit magnifique, complètement outdoor, cette ville verte et ensoleillée aussi. Et ça nous a donné envie de nous battre parce qu'on s'est retrouvés au chômage. On avait été chassés par une boîte et on n'a pas aimé, donc on s'est retrouvés au chômage et on ne trouvait pas de boulot. Malgré nos gros CV, parce qu'ici, on ne vous attend pas. Ici, il faut connaître du monde, il y a des réseaux, on ne connaissait personne. Et puis, on n'avait pas du tout l'accent. On était un peu des ovnis. Donc, on s'est dit, soit on crée notre job, soit on va être obligé de remonter. Et c'est la naissance de Freestyle. Donc, vous créez Freestyle avec votre mari. Au moment de cette création, est-ce que vous vous dites, on ne va pas y arriver? Ou au contraire, quel est l'état d'esprit que vous avez à ce moment-là? C'est un petit peu le contraire. On s'est dit, on va y arriver. On va y arriver. On est deux, c'est plus facile que quand on est tout seul. Plus dangereux aussi, tous les deux dans le même panier, mais en tout cas, on se motive beaucoup tous les deux. On est tous les deux passionnés de notre métier. On se dit, on va y arriver. Et moi, j'ai ce côté commercial, les vides-greniers quand j'étais petite, mon école de commerce à moi. Et donc, je dis à Paolo, écoute, je vais créer un fichier data et puis je vais appeler toutes les entreprises de Paris qui nous connaissent. Ça va être plus facile que celles d'ici. Mais je vais quand même appeler des entreprises d'ici. Et donc, me voilà partie à passer des coups de fil et des coups de fil. Il n'y avait pas LinkedIn à l'époque. Je me souviens, j'avais été fait une tendinite à l'épaule à force d'avoir le téléphone entre l'épaule et l'oreille. Et puis, ça marche. Ça marche parce que Paris nous fait travailler très vite. Ah bon, vous êtes en freelance? Super, vous appelez Freestyle, vous êtes en freelance. Parce qu'au début, on s'appelait Freestyle parce qu'on était en freelance. Et puis, très vite, on est devenu Freestyle. Parce qu'en fait, on a pris des freelances. On est devenu une agence pour notre premier client historique qui a été le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, qui nous a fait confiance, alors qu'on était tout petit. Et puis pour eux, on s'est créé en agence. Donc on est devenu Freestyle, c'est-à-dire une business unit de quelques personnes, puisqu'on a commencé à embaucher pour eux, avec une quarantaine de freelances ensuite autour de nous, experts. Ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait en quelques années en fonction des besoins de nos clients. Et puis, quelques années plus tard, Swiss Life nous a rejoint, Swiss Life France, qui a trouvé intelligent d'avoir des hauts dirigeants en direct, ce qu'elle ne pouvait pas avoir dans des grosses agences, en ayant des tarifs plus cost-friendly qu'à Paris, parce que clairement, on était positionné en dessous, et on l'est toujours en dessous des tarifs parisiens, avec un niveau d'expertise largement équivalent. L'agence a 21 ans d'existence. Quand vous regardez tout le chemin parcouru, qu'est-ce que vous vous dites? On a fait un bon choix? Je me dis qu'on était fous. On était fous. On n'a pas fait d'études de marché. On a juste compté sur notre capacité de travail. Donc aujourd'hui, j'oserais pas faire ça. Je suis fière parce que je pense qu'on a, à l'époque, maintenant, le télétravail, la visio, c'est très commun, mais à l'époque, il y a 20 ans, c'était totalement pionnier. On a ouvert des voies pour des gens qui peut-être ont envie de travailler ailleurs que dans les grandes métropoles, qui commencent à être bouchonnées, dans lesquelles la vie coûte cher. C'est une réussite petite parce que ça reste une TPE, mais à l'époque, moi, si j'avais trouvé Freestyle à Pau, j'aurais tellement été heureuse de travailler dans cette boîte, donc je suis heureuse aujourd'hui que mes collaborateurs puissent y travailler. Je pense qu'ils en sont fiers aussi, heureuse de pouvoir avec eux construire quelque chose de nouveau, quelque chose de pionnier, quelque chose qui demain peut faire école pour les nouvelles générations qui ont envie de rester travailler là où elles veulent vivre. J'imagine que tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Comment vous gériez ce stress, cette pression? Bon, déjà, on est une équipe, donc c'est une force. Et Paolo et moi, plus c'est compliqué, plus on est soudés. Donc ça a été quand même une grande chance dans notre vie, que ce soit à titre perso ou pro. Après, Paolo prend toute la pression créative et production. Donc ça, je l'ai pas, cette pression-là. Lui, il absorbe ça et c'est une grosse pression parce qu'on produit de gros films, notamment, qui sont des enjeux colossaux pour nos clients. Souvent, ça sort lors d'événements, donc il y a une date butoir. Donc ça, cette pression-là, c'est Paolo qui la gère. Il la gère très bien. Et puis Paolo et les équipes, parce que derrière, il y a toute une équipe. Et puis moi, de mon côté, au début, c'était compliqué parce que je suis quelqu'un d'assez sensible, pas vraiment taillé pour être chef d'entreprise. J'ai pas vraiment eu le choix. Paolo m'a demandé de l'être parce qu'il est gérant comme moi. Il aurait pu se mettre
être directeur général. Il m'a demandé d'être directrice générale. À l'époque, il m'a dit parce que c'est chouette d'avoir une femme et puis parce que tu es faite pour, en fait. Bon, donc il m'a beaucoup boostée pour que j'y arrive. Je savais j'avais un homme fort derrière moi. Et donc, oui, des nuits compliquées comme mon père, mais j'ai souvent pensé à mon père. Pourquoi lui, le dimanche soir, c'était compliqué. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le plan psychologique. Plus vous réussissez avec votre équipe et plus l'équipe en plus est solide, plus vous pouvez déléguer, plus les choses se passent dans la sérénité et moins vous avez de peur. En fait, l'ennemi, c'est la peur. Je pense que c'est ce qui potentiellement peut paralyser. Donc, je travaille à ne plus avoir peur et ça va de mieux en mieux. Et le cheval, encore une fois, m'aide beaucoup. Parce que les chevaux vous demandent d'être calme, connecté à eux, donc vous devez poser tout ça. Donc ça, c'est une thérapie quand même pour moi par le cheval aussi, pour arriver à être une bonne chef d'entreprise. Et puis après, il y a mon équipe, clairement notre équipe. Quand vous avez une équipe si solide derrière, il n'y a plus de raison d'avoir peur finalement. Ça s'est passé encore la semaine dernière où quand il y a eu un gros problème, ils se sont tous mobilisés et ils ont tout réglé tout seuls. Moi, j'étais au championnat de France. Donc, à part 3 coups de fil, je n'ai rien fait. Ils ont réussi à gérer un problème important et à finalement satisfaire le client. Donc, je n'ai pas à avoir peur. En réalité, tout va bien aujourd'hui. Maintenant, oui, il y a les crises. Il y a des crises. Alors, pour nous, les crises, Freestyle est une entreprise qui a une vraie résilience. Donc, on les a très bien passées, que ce soit la Covid, l'Ukraine, etc., même si c'est jamais facile. Les crises plus compliquées, c'est des crises de clients. On a eu quelques clients un petit peu malhonnêtes, encore un il y a 3 ans. Il faut avoir dans ce cas-là, pas peur encore une fois, oser mettre un client cordialement dehors. Bon, là, c'est un client qui pesait très très lourd, on est une petite entreprise, il pesait quasiment 30% de notre chiffre. C'est arrivé plusieurs fois dans la vie de l'entreprise, il faut prendre ce genre de décision courageuse et on en est fier derrière. Justement, comment on arrive à concilier les deux, c'est-à-dire avoir des valeurs pour une entreprise que l'on applique avec la relation qu'on a avec le client, mais avec la relation qu'on a aussi avec ses salariés. Comment vous arrivez à faire le mix des deux ? On est des créatifs avant tout, on n'est pas des commerciaux. Donc, on est là pour l'aventure humaine. Et du coup, il faut qu'il y ait un... Je pense que le respect, il est inhérent à notre profil, à ce qu'on est. Mais on a quand même fait un choix tactique. Pour pouvoir respecter nos clients et nos collaborateurs, c'est d'être en non-croissance. Créer une entreprise qui a une vocation à faire un chiffre d'affaires et à ne pas forcément le faire évoluer. On a 15 000 heures disponibles pour nos clients, pas plus. Ça fait que vous pouvez vraiment respecter vos salariés et vous pouvez aussi vraiment respecter vos clients parce que du coup, tout n'est pas basé sur l'honoraire. Vous n'avez pas plus d'honoraire que ça à vendre. Vous avez surtout du temps à leur donner. Et donc ça a été un choix très tactique. Souvent, on nous dit « mais pourquoi vous grossissez pas ? Vous pourriez doubler ». Moi, j'ai connu un imprimeur qui était très stressé, qui avait des gros problèmes de santé et qui faisait des millions de chiffres d'affaires, 7 ou 8 millions, mais qui perdait 1 million à la fin de l'année. Nous, on est sur un chiffre d'affaires à 2 millions d'euros, mais on est en positif depuis 21 ans. Pourquoi la croissance pour la croissance ? Pourquoi pas être dans un business model où vous pouvez respecter vos salariés sans qu'il y ait des grands coups de bourre où ils sont obligés de se mobiliser le week-end et pas voir leur famille, et puis respecter vos clients parce que si vous en prenez trop, vous les servez mal. Imaginons qu'on puisse remonter le temps. Que diriez-vous à la jeune Margrethe d'une vingtaine d'années avant qu'elle arrive à Paris ou quand elle vient d'arriver à Paris ? Je lui dirais ne t'inquiète pas, tu vas pas finir sous les ponts. Parce que mes parents ont été des parents fantastiques, mais par contre, mon père m'avait dit à Bac+5, tu dégages. J'étais peut-être un peu plus polie que ça, mais en gros, j'avais ça dans la tête. Moi, à Bac+5, ils me coupaient les vivres. Bon, c'est beaucoup déjà, il y a des gamins qui ne peuvent pas aller jusque-là, mais en tout cas, je savais qu'à Bac+5, j'étais sous les ponts. Donc, j'ai carrément arrêté mes études à Bac+4 de peur de me retrouver vraiment SDF. Et j'ai toujours cette idée d'avoir peur d'être dans la rue. Ça m'a boosté, mais ça m'a un petit peu brisé aussi, je pense, dans ma jeunesse. Je lui dirais, t'inquiète pas, ça va le faire. Et puis, on n'est pas obligé d'être dans l'excellence pour réussir sa vie. On peut aussi juste prendre du plaisir, prendre du temps. Il n'y a pas que l'argent, il y a le temps. Tout va bien aller. Voilà. Je lui ferai un gros câlin, je dirais, tout va bien aller, t'inquiète pas. Ce podcast s'appelle l'état d'esprit. Si on devait résumer votre état d'esprit, quel serait-il ? Je suis dans un état d'esprit un petit peu qui va bien avec mon sport. Je pense que c'est très relié au sport. Me dire que le sport et l'entreprise peuvent être très proches en termes de gestion. Tout se fait en collectif. Le cheval, c'est un sport individuel, mais en fait, il y a une équipe derrière. Tout se fait en collectif. En tant que dirigeant,
si on veut être un bon dirigeant, se dire qu'on n'est pas capable de tout faire, il faut vraiment faire confiance aux autres. Moi, par exemple, avec mon cheval, je ne suis pas maréchal ferrant, je ne suis pas vétérinaire, je suis cavalière et je ne suis pas coach. Mon coach, tous les gens autour du cheval font énormément de travail. Et ben, c'est pareil pour mon équipe. Mon directeur de la stratégie, je ne peux pas faire son métier. Je sais un peu faire son métier, mais pas aussi bien que lui. Mes consultants, c'est pareil, mes créatifs, c'est pareil. Bon, bref. Donc, en fait, se dire qu'il faut faire confiance, il faut déléguer, il faut créer une équipe, être collectif. Il faut être humble aussi. Et puis se dire que quand c'est compliqué, il y a un bon karma et qu'on trouve toujours finalement de la valeur ajoutée dans la complexité, dans des défis à relever, et que ça nous apporte même beaucoup quand il y a des problématiques. En fait, c'est là qu'on grandit le plus ensemble, mais toujours avec ce côté très soudé. Je suis vraiment freestyle, c'est vraiment une équipe, c'est vraiment un collectif. Donc c'est ça, c'est la reliance entre mon sport enfin le sport en général et l'entreprise, qui est mon état d'esprit de toujours, mais encore plus aujourd'hui. Ouais. Merci Margrethe pour ce moment d'échange et de sincérité. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et surtout à découvrir les autres conversations de l'état d'esprit sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Spotify, Apple, Google ou encore Ocha. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.